La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La surface du pain est merveilleuse, d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition, sous la main, les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol, que l'on nomme la mie, a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises, soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ces fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors, les unes des autres, et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. Francis Ponge, Le parti pris des choses, 1942. Ce poème est une parfaite mise en bouche à cet épisode. Cyril van der Stuyft est né dans le pétrin. De parents boulangers, il a passé toute son enfance au labo, à comprendre tous les secrets de ce produit qui représente si bien la France. Alors en grandissant, c'est devenu une évidence, lui aussi sera boulanger. En 2015, il passe une autre étape de sa carrière, devenir meilleur ouvrier de France. Et en décembre 2022, il publie son premier livre dédié à l'univers de la viennoiserie, Viennoiserie, leçon en pas à pas. Le pain donc, c'est sa première passion. La seconde, transmettre. Aux amateuristes comme aux professionnels, Cyril aime livrer tous les secrets qui font un bon pain ou une bonne viennoiserie. Ses seuls mots d'ordre, gourmand et régressif. Alors au menu de cet épisode, pourquoi il a choisi le métier de boulanger, comment devenir meilleur ouvrier de France boulanger, ce qui fait un bon pain et les différentes étapes dans la création d'un pain, et enfin son livre, comment il l'a pensé, ce qu'on y retrouve, etc. Bonne écoute! Bonjour Cyril. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie, et toi? Ça va très bien aussi, merci beaucoup. Pour commencer, alors déjà j'ai très envie de discuter avec toi parce que c'est un sujet qui me passionne, la boulangerie et la viennoiserie, et les auditeurs et auditrices de Papilles le savent, j'ai jamais abordé ce sujet, ou très très peu avec des invités par-ci par-là, mais donc c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser avec toi. Et pour commencer, je voulais un petit peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi toi, ton dessert préféré quand t'étais petit? Ça, je pourrais vraiment en parler parce que, évidemment, je suis fils d'artisan en fait, mes parents étaient installés, donc bref. Donc en fait, depuis tout petit, je traînais déjà dans le laboratoire et il y avait un truc que j'adorais faire, c'est que généralement on préparait le flan la veille pour le lendemain, donc au frigo il était déjà tout prêt et souvent je venais voler en fait une part de flan dans le frigo, dans le labo de pâtisserie. J'ai toujours adoré le flan, c'est comme ça, et puis il y a des choses qui s'expliquent moins. Et aujourd'hui, j'adore en fait ce petit tour des fois dans Paris ou dans d'autres grandes villes où on trouve forcément d'excellents pâtissiers et faire des petites dégustations de flan comme ça. Voilà. Donc on a tous nos petites préférences, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me marque beaucoup. Ouais. Toi, c'est quoi tes 3 recos de flan, tes 3 flans favoris, les meilleurs que t'as goûtés? Alors, j'ai pas fait tout le monde, hein, donc oui. Personne ne se vexe, mais évidemment, là, par rapport à là où on est en ce moment dans Paris, il est vrai que on a beaucoup aimé celui de Yann Couvreur. J'ai bien aimé aussi celui de Chestorer, forcément. Un troisième, on va repartir plus sur une boulangerie où finalement celui de Bohémie fait le job, comme on dit, quoi. Voilà, c'est bon, c'est simple, voilà, ça va à l'essentiel. Donc ça, c'est plutôt des endroits que j'aime bien.
Après, il y en a plein d'autres et j'ai pas encore tout découvert. Forcément. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est mon petit truc à moi, quoi. J'aime bien ça. Ouais. Et finalement, les choses les plus simples sont souvent les plus compliquées. Parce qu'un flan, ça pourrait être... en mettant que des bonnes matières premières, des choses que du jaune d'œuf, du sucre, de la crème, mais en fait au final ce serait trop lourd. Ouais. Donc ça pourrait être très enrichi, mais moi je trouve que c'est moins bon en fait, trop crémeux, trop... Mais après encore une fois, chacun a ses préférences, quoi. Moi j'aime bien les choses simples et efficaces, quoi. Et tu l'aimes en vanille classique basique? Ouais. Ouais. Ah ouais. Vanille classique c'est super. Parfois une petite note de tonka, mais vraiment, non, la vanille classique. Après, au niveau des pâtes, je suis pas fermé. Ça peut être pâte feuilletée, ça peut être une pâte sablée, bref, peu importe, quoi. Je me laisse guider, quoi. Et est-ce que toi, personnellement, t'as creusé pour avoir la recette de flan parfaite qui est celle que tu préfères? Alors nous, c'est vrai qu'en boulangerie, alors il n'y a rien de péjoratif à ce que je veux dire, mais généralement, on est quand même plus sur un flan, on appelle ça boulanger. Où voilà, on a plutôt une pâte classique feuilletée, et après on a un appareil à flan qui est vraiment des plus classiques, vanille, sucre, lait. Voilà, des fois on le chiade un petit peu avec un peu de crème liquide, mais c'est tout, quoi. Après, travailler dessus, c'est un truc que j'ai pas encore fait, mais il va falloir y venir, parce que effectivement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Oui, il faut quand même que t'aies toi ta recette de flan. Ça serait quand même pas mal, ouais. Et encore, il y a encore du travail. J'ai beau bien goûter partout, bah il n'y a pas, quoi. C'est super, en tout cas, il y a plein de choses à faire dessus. Et pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Tu vois, justement, mise en situation, on va à la boulangerie, t'achètes ta baguette pour le repas, et tu prends quoi comme dessert? Alors, je suis pas difficile, néanmoins, c'est très étonnant, mais je suis pas très chocolat. J'aime bien un bon gâteau au chocolat, mais c'est pas ce que je préfère le plus. J'aime bien les choses plutôt fraîches, j'aime les choses qui sont plus légères. Puisque voilà, on parle de fin de repas, j'ai aussi des souvenirs où, mon Dieu, c'était atroce de faire un gâteau tout chocolat après un gros repas de famille. Waouh, ça tombait un peu dans le fond de l'estomac pour l'occasion. Moi, ce que j'aime bien, c'est... alors, ça dépend de la saison, bien sûr, hein, mais une bonne tarte aux fraises, par exemple, je sais pas, je trouve ça frais, je trouve que ça coule tout seul, en fait, quoi. Si tant est qu'on ait une bonne fraise qui a un peu de goût quand même... ça vraiment c'est des choses qui m'animent, ouais. Sinon pour du plus classique un petit peu fin de repas, pas tous les jours parce qu'on fait pas ça tous les jours, mais je sais pas, l'éclair chocolat par exemple, même si je suis pas très chocolat, je trouve que c'est déjà moins fort, moins prononcé. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est à base un petit peu de spéculoos, caramel, ça me plaît beaucoup, ouais. Ou une bonne tarte aux pommes, voilà, mais vraiment des choses classiques, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, de toute façon, je trouve que finalement, quand tu vas dans une boulangerie, tu t'attends aussi à trouver les desserts classiques, quoi. C'est ça, ouais. Ceux qui sont emblématiques de la pâtisserie française et que tu vas que tu retrouves partout, quoi. C'est ça, des fondamentaux bien exécutés, comme je dis souvent, et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais en boulangerie, c'est pareil, on fait la même chose, quoi. On se dit, avant de vouloir faire waouh, tout ce qui anime la toile sur les réseaux et compagnie, bah c'est bien, mais il faut déjà savoir maîtriser ses bases, quoi. Comme on dit souvent, avant de courir, on marche. Bah, c'est ça, en fait, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, ça passe par toutes ces valeurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en France, on se retrouve quand même avec les produits les plus vendus sont les fondamentaux. Oui. Donc, avant de vouloir faire des waouh, bah ouais, c'est bien, mais attention, quoi. Et après, bien sûr, on peut monter en compétences. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi l'univers de la boulangerie spécifiquement et que, par exemple, tu n'as pas... tu vois, pourquoi ce secteur-là ? Alors du coup, tu as peut-être capté au début, mais voilà, comme mes parents étaient artisans et forcément boulanger, ben voilà, j'ai vraiment baigné dedans. Je vais éviter de raconter effectivement cette fameuse petite blagounette qui dit qu'on est né dans le pétrin, mais en fait c'est un peu ça, quoi. Je suis arrivé et voilà, mes parents étaient déjà installés, donc j'ai toujours baigné dedans. Ouais. Et forcément, bah, en ayant vu toutes ces heures de travail, toute cette passion du métier, bah, au bout d'un moment, voilà, quoi, on a envie aussi de montrer. Et puis je pense aussi qu'il y a montrer aussi à ses parents qu'on est capable de faire quelque chose aussi de ses mains, de sa vie, de partager une passion. C'est des métiers qui sont tellement prenants quand on est installé à son compte qu'à un moment donné, si on veut aussi partager un peu de temps avec ses parents, bah, en fait, il faut être un peu avec eux aussi dans leur univers de travail. Puisqu'on est loin d'un univers où on fait nos 35 heures et on rentre à la maison, quoi. Quand on est installé, bah on y est et on passe beaucoup de temps. Donc comme on habitait au-dessus, comme beaucoup de mes confrères aussi,
Et ben à un moment donné, on descendait, puis on se mettait là. Donc il y avait des jours où ça allait très bien, puis des jours où on disait non, t'es dans mes pattes. Mais voilà, donc c'est tout naturellement que ça s'est passé sur la boulangerie. Et ça a été une évidence pour toi? Très vite, tu t'es dit que tu voulais devenir boulanger? Pas tout de suite, parce que il est vrai que dans ce métier, à un moment donné, on se dit waouh, en fait, vu les heures passées, le temps, le stress. Oh là, on a des changements quand on est adolescent. Dans l'adolescence, je me suis dit, oh là là, je ne serai pas boulanger. Non, c'est pas possible, faire tout ça pour ça. Non. Puis finalement, à la fin, si, parce que c'est passionnant quand on sait qu'avec de la farine, de l'eau, du sel, et puis un agent de fermentation, entre levure, le vin, on arrive à faire ce qu'on fait. C'est magnifique, quoi. Ça a de l'avenir, quoi. Et puis, il n'y a pas de science exacte, quoi. Il y a de la rigueur et de la méthode. Donc, non, on fait vraiment beaucoup de choses. Non, ça m'a beaucoup plu, ouais. Oui, c'est ça qui finalement t'a fait dire que c'est ce que tu voulais faire, le côté... Ouais, ça c'est vraiment... je trouvais du sens à tout ça, en fait. Ça, la viennoiserie, je sais pas, à partir de matières premières nobles pour en faire derrière des produits classiques, mais tellement vendus. Finalement, les gens, ils prennent leur plaisir avec ce qu'ils veulent, hein, mais quand on voit qu'on vend des pains au chocolat, des croissants, puis après à chacun son petit truc, un petit peu plus croustillant, moins croustillant, cuisson four à sol, cuisson four ventilé, on n'a pas le même produit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est au beurre, est-ce qu'on est pur beurre, est-ce qu'on est avec plus de beurre, je veux dire, tout ça c'est vrai que c'est, je sais pas, les combinaisons sont tellement infinies que je trouve que ça, c'est un métier où on s'ennuie jamais, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on devient meilleur ouvrier de France boulanger? Parce que c'est le titre que tu as obtenu en 2015. Oui. Et du coup, comment on devient meilleur ouvrier de France boulanger? Eh ben, alors, le meilleur ouvrier de France est tout du moins un des meilleurs ouvriers de France, puisque pour juste un petit rappel du concours, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, ce titre, qui est aussi du coup diplômant par l'Éducation nationale, se passe tous les 3 à 4 ans, et il peut y en avoir plusieurs qui sortent. Voilà. Donc une même année, nous pouvons avoir 2, 3, 4 collègues, comme aussi 0. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le passé, et il faut passer une certaine moyenne. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est un très 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 gros travail, ça c'est sûr, on ne le cache à personne. Je crois que chaque candidat... Et alors, tout corps de métier confondu, souvent on entend oui, mais c'est plus compliqué là ou plus compliqué là, c'est faux. Chaque métier, pour moi, a sa complexité, ce qui en fait aussi sa beauté. Et voilà, on a un gros travail en amont à faire. Et puis, comment dirais-je, c'est toujours un peu complexe la remise en question, mais pour autant, dans ce concours, il en faut. Ouais. Et à force de chercher, travailler, gratter, échouer, au bout d'un moment, on arrive à rebondir. Comme on apprend rarement de nos réussites, forcément, dans l'échec, on va y trouver plus tard, avec le recul nécessaire, des réussites. Et là, du coup, on en tire le meilleur parti, quoi. Et je pense que dans toute cette préparation, on finit d'apprendre aussi l'humilité, je pense, du métier. Parce que c'est bien, on fait du pain, on fait plein de choses, on fait plein de belles choses, on donne beaucoup de plaisir à beaucoup de gens. Et moi, j'en suis très fier et très content. Mais à côté de ça, voilà, quoi, il faut savoir rester humble, quoi. Le col tricolore, c'est très bien, c'est très beau, ça fait rêver beaucoup de monde, ça m'a fait rêver et ça me fait toujours rêver quand je le vois sur d'autres collègues. Moi, souvent, j'ai du mal à me regarder le coup quand même. Donc voilà, non, je suis admiratif de tout ça. On a quand même un beau métier, on a une très belle gastronomie française. Et puis là, je parle pour ma partie en gastronomie, c'est vrai, mais dans nos corps de métier, on a vraiment des gens qui sont fabuleux, quoi, qui nous font rêver, quoi. Ouais. Et t'es évalué sur quoi exactement? Enfin, en boulangerie. Ouais. En boulangerie, on est évalué donc sur des fondamentaux déjà. Ça c'est sûr, donc brioche, la baguette. Après, on a aussi d'autres pains un peu divers, du pain de campagne, du pain de seigle, du pain au levain. On a aussi un assortiment de viennoiseries, des viennoiseries sur base de pâte à croissant, des viennoiseries sur base de pâte à brioche. On a aussi un tout petit peu de traiteur, aussi un peu de snacking, boulanger. Et puis on a aussi une pièce artistique qui est un gros morceau du concours. Une très grosse pièce artistique qu'on fabrique en règle générale à la maison et qu'on ramène et qu'on finit dans un temps imparti sur une épreuve dite de finale. Et là, il y a du boulot. Généralement, il y a plusieurs centaines d'heures pour certains. Ouais. Donc, et donc tout est fait en pâte morte. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau.
Voilà, donc tout ça. Et généralement en boulangerie, ça se décompose comme suit. On a donc une technologie du métier. Ensuite, on a une qualification. Et puis après, on a forcément une finale. Donc voilà, ça occupe déjà pas mal, quoi. Est-ce que toi, c'est quelle saveur plutôt qui t'évoque ce titre-là? Une saveur sucrée, une saveur salée ou une saveur tout court? Une saveur tout court. Quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait aussi les meilleurs apprentis de France. Et puis, une semaine après avoir fini mon concours des meilleurs apprentis de France, mon père est décédé en fait. Et puis du coup, j'ai repris l'affaire familiale avec ma maman. Et puis derrière, je me suis toujours dit, j'essaierai d'aller le plus haut possible. Et donc, voilà, cette saveur, on la connaît derrière, c'est que y avait aussi une espèce de fierté pour mon père, de dire, tiens, tu vois, j'aurais été jusque-là. Maintenant, ça, c'est bien, c'est beau, mais je veux pas faire pleurer dans les chaumières non plus. J'ai aussi envie de dire, c'est normal, ça fait partie de ce qu'on voulait aussi en aboutissement personnel. Donc voilà, cette saveur, elle a quand même une saveur du passé, mais il ne faut pas qu'elle reste là, il faut surtout que ça me serve pour le présent et surtout pour le futur, quoi. C'était quoi, justement, si on reste dans cette thématique de saveur, les saveurs de ta toute première création? Alors la première création, c'était très compliqué parce que c'était surtout en fait dans le cadre de la viennoiserie, où là on essaye 1000 choses. Alors généralement on est tous pareils, je pense, là-dessus, c'est que plutôt que de rester assez sur des fondamentaux qu'on ferait un petit peu évoluer, on a tendance à vouloir dire « Ah là, je vais tout tenter, je vais claquer un truc, waouh !» Et on l'imagine tous dans notre tête. Et en fait, quand c'est dans le four, ça travaille tellement, ça bouge tellement qu'en fait, ça sort pas comme on veut. Et là commence la complexité du métier, quoi. C'est vraiment très 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 dur, mentalement, psychologiquement, physiquement à un moment donné aussi, de se dire « Waouh, attends, mais là t'es parti loin en fait ». Et je pense que la grande force, c'est de se dire, attends, stop, il faut revenir à l'essentiel et après remonter gentiment les échelons, quoi. Donc cette saveur, elle était vraiment scolaire, en fait, quelque part, de se dire, attends, là, il y a ce produit-là, t'es parti trop, quoi. Stop. Tu vas trop vite, tu maîtrises pas. Donc, il peut y avoir plein de diplômes derrière. En attendant, là, force est d'accepter que le produit sort pas. Donc, il va falloir revenir à des choses de base. C'est quoi une pâte à croissant? Une bonne recette de pâte à croissant classique avant de vouloir mettre plein de choses dedans. Les épaisseurs qu'on peut faire au niveau des pâtes à croissant ou à la brioche, voilà, quoi. Quel grammage on met dans un moule, avant de vouloir vraiment partir dans des délires, en fait. Et puis, bien savoir aussi que les gens, ils aiment les goûts qui sont francs. Ouais. Donc, pareil, partir sur des goûts qui sont complètement perchés, c'est bien, pourquoi pas. Mais ça dépend pour quel type d'endroit, ça dépend en fait dans quel endroit on se retrouve, quoi. Si on se retrouve dans des grands palaces, dans des choses où on doit faire rêver les gens, on doit apporter quelque chose de plus, mais on en paye aussi le prix. Mais des gens plutôt dans notre vie de tous les jours, moi je pense qu'il y a des choses qui sont tellement essentielles, la pomme, le chocolat, les fruits rouges, ce sont des choses en fait avec des goûts francs. Donc c'est pareil dans une viennoiserie, pour moi on doit avoir quelque chose qui tout de suite, ça pète tout de suite, waouh, la petite note des fois derrière qui va bien et qui est assez sympa, une note de vanille, une note de tonka, une note de ce qu'on veut, mais voilà, pour moi c'est ça en fait. Ouais. Je prends beaucoup plus de plaisir avec quelque chose de franc en goût que quelque chose qui est trop élaboré. Et puis c'est vrai que cet univers-là, tu vois, encore plus que la pâtisserie, tu vois, tu parlais de goût du quotidien, et en fait, pour le coup, je trouve que la boulangerie est vraiment dans le quotidien de tout le monde, en France surtout, et du coup, je trouve que, effectivement, tout le monde, tu vois, va dans une boulangerie, peut-être pas une fois par jour, mais au moins toutes les semaines, c'est évident, donc c'est quelque chose de très, encore plus quotidien que la pâtisserie, où je trouve que, du coup, tu peux faire des choses un petit peu différentes, puisque c'est un peu plus du plaisir, entre guillemets, que tu t'octroies un peu moins souvent. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment dans le quotidien de beaucoup de gens, et c'est un de nos métiers qu'on a encore, on le voit de toute façon, pendant le confinement c'était comme ça, je veux dire, les gens étaient heureux de pouvoir sortir pour aller chez le boulanger. Les boulangers n'ont jamais aussi bien travaillé que ce fameux mois de janvier après le déconfinement, où malheureusement nos amis restaurateurs étaient fermés, mais les boulangeries étaient ouvertes, les gens se sont fait plaisir comme jamais, on a vendu de la galette autant comme autant, on a vendu de la bûche autant comme autant, c'était spectaculaire, et finalement c'était pas mal parce qu'on a réussi à reconvaincre certaines personnes qui s'étaient éloignées de tout ça à y revenir et à reprendre plaisir chez son artisan, quoi. Et en même temps, le confinement, ça a aussi poussé plein de gens à faire leur pain chez eux. Aussi, tout à fait, ouais. Et de montrer en fait quelles difficultés on pouvait avoir forcément à la maison sur du pain. Souvent on a l'impression que c'est facile parce que justement on parlait de ce qu'on a dit tout à l'heure, 4 ingrédients.
Ouais, mais 4 ingrédients, voilà quoi. Et puis bon, faut être un minimum équipé quoi. Donc, après voilà, qu'il soit beau ou qu'il soit pas beau, quand il est fait à la maison par tout le monde, il est toujours de toute façon très bon. Moi, j'allais demander c'était quoi ton regard un petit peu là-dessus sur le fait de faire son pain chez soi. Parce que finalement, je trouve que t'as jamais le même rendu, c'est jamais aussi... Tu vois, t'as pas ce croquant de la boulangerie, c'est pas du tout la même chose. Puis je trouve que tu restes en plus... Enfin, on n'a pas non plus les mêmes ingrédients. Oui. Donc tu peux pas faire la même chose que ce que tu retrouves. Donc quel est ton regard toi là-dessus? Mais c'est vrai que quand les gens en fait se sont mis à faire plein de choses chez eux, bon déjà on le dit honnêtement, je pense qu'on avait aussi beaucoup besoin d'occuper son temps. Oui. Voilà, on est revenu à des choses de base qui étaient, on sentait bien en fait, voilà, on a envie de partager quelque chose dans sa propre famille, et donc on s'est remis vraiment à faire des choses plutôt de base, des fondamentaux aussi là-dessus. Et alors quand on a vu les gens en fait commencer à dévaliser les rayons de farine, on s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y en a un en entrée d'un autre, et forcément on était très bien aidé par les médias là-dessus, comme d'habitude, ça drivait un peu les gens. Donc tout le monde s'est rué là-dessus, et on s'est dit, c'est pas plus mal. De toute façon, c'est pas ça qui va mettre à terre la boulangerie française. Et puis c'est tellement sympa de passer des bons moments en famille et faire autre chose. Tout le monde mettait la main à la pâte et c'est rien que de le dire. Et puis voilà, les gens se sont aperçus que le boulanger il avait un vrai métier, et que fallait du matériel, des compétences, bien sûr. On les oublie souvent d'ailleurs celles-ci, mais un boulanger, c'est pas l'idiot du village, quoi. Il y a vraiment des vraies compétences, quoi, comme chacun de nos métiers. Et puis des matières premières, de la sélection de matières premières, des bonnes farines de qualité de chez le meunier. Et non, franchement, les gens se sont dit, mince, pourquoi on a pas assez de croûte là? Peut-être parce que c'est pas le bon four. Ah, ok, d'accord. Ah, mais c'est bien, ça sort, mais c'est pas ça. Pourquoi j'ai pas ce développement de pain? Pourquoi j'ai pas une mie qui est très alvéolée, grasse, brillante? Parce qu'en fait, il manque plein de choses. Le savoir-faire, bien sûr, et puis la cuisson, quoi. Donc, le four est ultra important. Et pas que. Oui, non, pas que. Parce que, tu vois, tu disais, effectivement, c'est des vraies compétences, et je trouve que même d'une boulangerie à l'autre, oui. Le pain est pas du tout le même, quoi. Et bien sûr. Tu vois qu'il y a du pain, bon, c'est pas... Tout à fait. Hein. Je réalise beaucoup de stages de formation, et alors, on peut avoir la même pâte. Je vais donner 10 morceaux de pâte à 10 boulangers à côté de moi. À la fin, quand les 10 personnes auront façonné leur baguette, cuit leur baguette, je te promets, j'ai 10 produits différents. Et pourtant, c'est la même pâte. Donc, bon... Oui, donc finalement, la pâte est pas la finalité. Enfin, je veux dire, si t'as une bonne pâte, ça veut pas forcément dire que ton pain sera... Enfin, si, peut-être... Au niveau de la beauté du façonnage, c'est sûr qu'on aura des différences. Après, si on a une belle pâte, une bonne pâte, forcément, le goût sera là, quoi. Ça, c'est sûr aussi. Mais c'est vraiment sur le façonnage, vraiment, la réalisation de cette baguette. Ah ouais, c'est compliqué. Le coup de lame qu'on va donner dessus, ça change tout, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque personne est compétente dans son domaine. Et nous, c'est vrai que ça requiert vraiment des grosses compétences quand même, quoi qu'on en dise. Ah oui, non, ça c'est évident. Parce que je te dis, je trouve que, pour le coup, ça se voit énormément à quel point tu peux avoir des pains qui sont pas si bons. Et en plus, alors c'est peut-être le fait d'être en France, mais tu vois, je trouve que t'as vraiment ce côté, tout le monde recherche du bon pain, quoi, tu vois. Et un bon pain, ça fait quand même toute la différence. Bien sûr. Et c'est assez rare à trouver. Enfin, pas rare, mais c'est compliqué de trouver un pain qui te convient parfaitement. Complètement, ouais, c'est sûr. Mais déjà, un truc tout bête, on a le pain, donc forcément il y a une belle croûte caramélisée autour. Les gens disent souvent je veux du pain blanc. Après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, mais le problème d'un pain blanc, c'est que finalement la croûte n'est pas assez caramélisée. Et ça, c'est comme dans le sucre, quand on cuit du sucre, plus il monte en température, plus il prend de l'arôme, jusqu'à atteindre de l'amertume. La caramélisation, donc cette fameuse réaction de Maillard qui se passe au four, cette caramélisation de la croûte, elle a du goût, elle a un vrai goût. Le problème, c'est que forcément elle est plus dure, puisque forcément on est desséché, on est sur une croûte, donc il faut la mastiquer. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où on mastique plus les produits, on les avale. Donc du coup, on a moins cette habitude forcément de mâcher le pain. Et alors, si on prend un bout de pain aujourd'hui et que je le mâche un petit moment, les gens vont avoir un petit peu un goût de sucre dans la bouche, ce qui est très logique, puisque dans la salive, on a des enzymes, et ça continue en fait de dégrader l'amidon de la farine. Et en fait, on a le goût de sucre. Donc voilà, il y a plein de goûts, mais il faut apprendre à mâcher, mastiquer correctement, quoi. Et donc un pain, forcément, il y a une caramélisation, il y a une croûte, il faut que ce soit ambré, quoi, un minimum. Qu'est-ce qui fait un bon pain?
Bah ça, je pense que c'est une question qu'on a très très régulièrement. Encore une fois, tout dépend des goûts et des couleurs, mais si on va donner une généralité là-dedans, pour moi, un bon pain, c'est un pain quand même qui a une mie qui n'est pas trop serrée, qu'on ait quand même un petit peu d'alvéolage, sans rentrer dans les excès, qu'on ait une justesse de croûte qui soit bonne, c'est-à-dire plutôt croustillante, craquante, si je parle de la baguette, et puis si je parle d'une grosse miche au levain, plutôt une croûte qui soit plutôt un petit peu plus épaisse, un petit peu plus croquante. Je dois avoir quand même un pain qui se tient un minimum quand même dans le temps. Alors pareil, des fois on me dit oh, la baguette, il faudrait qu'elle se conserve 2 jours, mais il n'y a pas. Même si elle se conserve 2 jours, une bonne baguette, c'est une baguette qui est cuite le jour même et qu'on dévore le jour même. Elle est bonne le lendemain pour faire des tartines, mais c'est tout quoi. Mais sur des gros pains de conservation, ouais, on aime bien quand même avoir une mie qui se tient un petit peu, pas avoir un pain qui soit trop sec, pas avoir un pain qui soit trop développé non plus. Trop développé, il y a beaucoup d'air, mais à un moment donné aussi ça va apporter quelque chose qui va sécher. Donc ça, et puis après au niveau des goûts et des arômes, tout dépend de la fermentation que le boulanger aura fait dessus. Si déjà il a une fermentation la veille pour le lendemain, avec par exemple, je sais pas, on appelle souvent ça un pointage retardé. Bon, on fait la pâte la veille, le lendemain on la reprend, on la travaille, toute la nuit cette pâte elle a encore pris de l'arôme. Ce qui est logique puisqu'on est sur une fermentation alcoolique. De plus, on aura une bonne dégradation de cette pâte, donc une bonne dégradation de l'amidon. Pareil, la digestibilité sera meilleure. Donc voilà, tout ça c'est des petits conseils qu'on peut retrouver quoi. Et qui font que généralement un bon pain il passe aussi par là quoi. C'est quoi les grandes étapes un petit peu de la fabrication du pain, enfin en tout cas les étapes peut-être qu'on imagine moins, tu vois, mais qui sont tout aussi importantes. Tu parlais tout à l'heure du façonnage, tu vois, je trouve qu'effectivement on imagine, enfin tu le sais qu'il faut façonner du pain, mais je trouve que peut-être qu'on se rend pas compte en fait à quel point c'est différent et à quel point ça fait que ton pain n'est pas le même que celui d'à côté quoi. Ouais, déjà il y a une sélection de farine, ça c'est une certitude puisque la farine étant quand même notre matière première numéro 1 sur la production du pain. Il est vrai qu'il faut déjà il faut aller donc chez un bon meunier. Des bons meuniers, on a de la chance en France, on en a plein, qui font très bien leur boulot et qui sont un petit peu en fait comme le boulanger du quartier, parce qu'on a plein de petits moulins qui font un super taf. Et là déjà, rien qu'ici, chaque meunier, sa conception des farines. Alors la globalité, on la connaît, hein, mais les maquettes qu'on peut faire, c'est-à-dire on va forcément dire tiens, telle variété de blé est bonne, telle-là elle est bonne aussi, mais celle-là elle est meilleure dans celle-là et celle-là meilleure dans celle-là, déjà tac, on va en fait finalement faire un pourcentage et on va faire une farine globale avec. Ça déjà, mais ça c'est tout un travail, et ça c'est le travail du meunier. Donc déjà on a ça. Ensuite, une fois qu'on arrive au laboratoire, il faut aussi avoir du bon matériel. Souvent on disait toujours, il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais salariés. On a souvent dit ça, moi je trouve qu'il faut un bon salarié et du bon matériel, parce qu'avec du bon matériel on va beaucoup plus loin. Et on le verra vers la fin de cette production de pain, avec le four par exemple. Mais pour revenir vraiment sur le pétrissage, déjà avec le pétrissage, il faut y faire attention. C'est vrai que généralement, on est un petit peu poussé le matin, on a beaucoup de travail. Donc, si on a tendance à faire un pain et on dit c'est 5 minutes de première vitesse et 10 de deuxième, des fois on ne réfléchit pas, on fait comme ça. Mais peut-être que 10, la farine, ça bouge. Hein. Peut-être que 10 là c'est un petit peu trop, peut-être qu'il aurait fallu faire 9, peut-être 11, alors on s'en sort derrière. Mais ça peut jouer déjà dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des gens, quand ils veulent apprendre le métier, qui nous disent je comprends pas, sur votre recette c'est marqué 10 minutes et là vous avez fait 9. Ouais, mais là je m'adapte, peut-être que je suis dans tel pays, peut-être que j'ai telle farine, peut-être que le pétrin il tourne plus vite, peut-être qu'il fait plus chaud, peut-être qu'il fait moins chaud, parce qu'il y a les températures aussi à faire attention. Donc tout ça déjà, ça nous oblige à avoir quand même du personnel compétent. Derrière le pétrissage, on va forcément avoir une période de repos qu'on appelle le pointage, qui redonne donc de la force au produit, et surtout, si on le retarde donc en passant par une période de froid, souvent à 4 degrés, on va en plus développer les arômes. Okay. Donc ça c'est vraiment un plus. Le lendemain on va reprendre cette pâte, on va la diviser, on va forcément la façonner, après dans la forme qu'on veut. Et puis derrière, on passera sur une nouvelle période de fermentation qui s'appellera l'après. Donc c'est la période en fait où la baguette est fine façonnée et avant qu'elle pousse pour aller au four. Et derrière on aura forcément cette cuisson. Et là la cuisson, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment des bons fours, parce qu'il faut une cuisson qui soit juste, qui soit assez franche, pas trop longue. Plus elle est longue, plus le produit va sécher. Et un four qui soit équipé d'un système de buée assez efficace. C'est-à-dire qu'il faut quand même de la vapeur d'eau dans ce four à l'entrée du pain. Sinon, le pain, il va être déjà tout terne, mais en plus, la croûte va être plus épaisse, ça va être moins croustillante. Donc, oui, le four est ultra important aujourd'hui quand même. Et puis c'est très très long en fait, de faire du pain.
Ah oui. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Quoi. Tout à fait, ouais. C'est vrai que sur le pain, ça demande quand même... en règle générale, pour tout le monde travaille la veille pour le lendemain. Oui. C'est assez rare aujourd'hui de travailler, on appelle ça en direct. Alors bien sûr, tout dépend comment on est équipé, tout dépend ce qu'on fait, mais ça arrive encore, et ça nous arrive aussi des fois de devoir le faire. Mais on a un pain qui a un petit peu moins de goût et qui a moins de conservation, c'est certain. Et puis après, toutes ces différences, c'est comme en pâtisserie, tout dépend des ingrédients utilisés. Oui. Tout dépend si on met du levain ou si on met une levure, déjà on n'aura pas le même travail. Oui. Voilà. Tout dépend, comme je disais tout à l'heure, des qualités de farine. Le boulanger en lui-même, déjà sa conception du pain. Ouais. Oui, c'est ça. Puis tous les temps, comme tu l'as dit, tous les temps de pétrissage. Tout à fait. C'est moi ce que je trouve incroyable dans tout ce genre de produits. Et le pain, je trouve encore plus parce qu'en fait, tout le monde voit du pain, tu vois, t'en as tout le temps sur ta table, etc. Et je trouve que, en fait, on se rend même plus compte à quel point ça requiert énormément de techniques précises et compliquées, en fait. Et je pense que, tu vois, il y a de ça aussi, du coup, finalement, quand tout le monde se dit, tiens, je vais faire mon pain chez moi, en fait, c'est aussi un peu oublié à quel point ça demande plein de petits détails que tu maîtrises pas, bien sûr, qui s'apprennent, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours émerveillé d'avoir toujours autant de petits jeunes boulangers qui démarrent. Boulangers, boulangères, d'ailleurs, on a beaucoup de filles qui arrivent et moi, ça me fait très plaisir. Ah ouais, c'est super ça. C'est super parce que ça apporte tout autre chose. L'homme et la femme ont parfois des visions différentes du travail et je trouve que c'est très complémentaire, donc ça c'est super. Et je suis très content quand ils arrivent parce que pour une bonne majorité aujourd'hui, ils se disent voilà, je vais faire quelque chose avec mes mains. C'est vrai, on obtient un produit parce qu'on a de la connaissance et les mains. Donc il faut avoir l'intelligence de la tête, il faut avoir l'intelligence des mains. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi je trouve toujours que c'est vraiment un beau métier pour ça. Tu sais qu'il y a de plus en plus de filles ? Oui. C'est vraiment, tu l'as remarqué Ouais. À ton avis, c'est dû à quoi ? Est-ce que ça peut s'expliquer ? Alors, après, ça peut être que mon explication, bien sûr, qui n'englobe pas celle des autres. Mais bon, on a un métier déjà qui est moins... Alors, c'est toujours physique, mais un peu moins qu'avant quand même, parce que voilà, on a de plus en plus de matériel qui peut bien nous aider. On a aussi des systèmes qui nous facilitent un petit peu le travail. Donc ça, c'est vrai. Déjà, ça, c'est un point. Il y a un autre point quand même qui est évident, c'est le regard aussi. Oui. C'est vrai, de l'homme sur la femme, sur ce genre de métier, où avant on se disait, waouh, c'est très physique, c'est ci, c'est ça, c'est le matin, c'est de bonne heure, c'est pas un travail de femme. Mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est faux tout ça. La femme, elle peut déplacer des montagnes quand elle en a envie aussi. Donc à ce moment-là, quand elle fait la boulangerie, moi je trouve que ça pose pas de problème. Donc ouais, je pense que la pénibilité ayant changé un peu, on se retrouve avec des femmes qui se disent attends, moi aussi j'ai envie de donner un petit peu de sens à ma vie. Et puis de travailler avec mes mains et ma tête et de dire tiens, je peux prendre du plaisir. Non, mais vraiment, on le remarque, il y a plus de femmes. En viennoiserie, un peu plus, c'est au métier de tourrier. Et puis en pâtisserie, je crois que ces dernières années, ça nous l'a prouvé. On a des formations dans des grandes écoles où on a même plus de filles que de garçons dans les promos, quoi. Et moi, je trouve ça exceptionnel, en fait. Tout retourne, quoi. Donc, super. Ouais. Ça donne je trouve un nouvel élan au métier. Tout à fait. Ça donne une nouvelle dimension, un nouvel élan, et ça fait du bien à tout le monde, en fait, quoi. Donc, en boulangerie, c'est vrai que c'est pas encore ça, on n'a pas encore une moitié, ça c'est sûr, on n'est pas encore là. Mais on l'a, et ça fait vraiment du bien, parce que pareil, les femmes sont toujours réglées différemment, elles vont être plus précieuses sur des produits. Disons que même sur une cuisson, si on va leur dire c'est ça, tac, 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 que l'homme des fois a tendance à dire oh oui tiens ceci, cela, tu vois. Donc encore une fois, je mets personne dans le même panier, mais si j'avais une globalité à tirer de ça, ce serait ça, ouais, effectivement. Ce genre de détails. Ouais. Et ça représente quoi pour toi la boulangerie ? Alors, bien loin de ce que l'éducation nationale en a pensé pendant toutes ces années, ouais. Ça c'est sûr, où on nous a toujours dit c'est pas grave, si vous n'êtes pas bon, vous avez qu'à aller au CFA. De toute façon, c'est une voie de garage, la boulangerie c'est très bien. Sauf qu'en fait, le boulanger, c'est pas l'abruti du village avec un torchon sur la tête enfarinée, qui va faire du pain. Non, puis comme tu le disais, c'est un métier qui est très dur. Il y a des horaires très contraignantes, etc. Donc finalement, je trouve qu'il faut être énormément impliqué, tu vois, dans ce métier pour être tout à fait, ouais. bon, quoi. Tout à fait. C'est vrai que, pour l'avoir vécu aussi, moi, l'école, c'était pas trop mon truc, comme beaucoup. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de honte à ça, d'ailleurs.
Mais bon, on ne va pas revenir sur ce système, hein. Mais enfin, l'éducation nationale, c'est toujours qu'une seule et unique méthode. Mais quand on est dans un CFA ou dans un lycée professionnel, on a très rapidement compris que si on n'avait qu'une seule pédagogie, on perdait la moitié de nos apprenants. Alors que là, on essaie d'adapter les pédagogies. Quand on les adapte, quand on dit, voilà, on a du sel, bon, du sel, c'est du sel. Là, c'est vrai, on ne peut pas trop tergiverser sur la question. Mais quand on a des sujets plus compliqués, si on ne se dit pas, waouh, j'ai perdu mon public, j'ai 10 apprenants là qui n'ont pas trop compris, il faut que je modifie mon système. Et là, je vais le modifier. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas dans nos formations initiales, de base, style le collège, déjà l'école élémentaire, c'est toujours quand même une ligne très très droite. Soit on est dans le moule, soit on sort. Voilà. Tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on n'aura juste rien compris. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on a quand même tout ce centre de formation et ce lycée qui font un super boulot. Et donc, on tire aussi des gens qui vont renouer avec l'envie de passer des diplômes, l'envie de se perfectionner et de pouvoir après avoir un métier où aujourd'hui, il y a de l'avenir. Et on l'a bien vu encore pendant le confinement. Oui, ça a été dur pour nos collègues qui étaient installés en ville, parce que la ville était un petit peu désertée. Mais j'ai des collègues qui n'ont jamais aussi bien travaillé que pendant le confinement. Donc, voilà, et c'était un des rares métiers encore où on avait le droit d'exercer. C'est un métier essentiel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut imaginer se passer de pain. Tout à fait. Donc, non, moi je trouve que faut foncer comme ça, et je suis très heureux quand même pour tous ces jeunes, parce qu'il y a de quoi faire, et la finalité, elle est bien celle qu'on a envie de faire. Mais moi, par exemple, il y avait le titre de MOF, où je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de passer. Et puis maintenant que je l'ai, je me dis, mais en fait, la finalité, elle est pour là, elle est encore plus haut, puis finalement, elle ne s'arrête pas. C'est quoi maintenant ton nouvel objectif? Aujourd'hui, les objectifs sont quand même de partager notre métier, c'est normal, de continuer à apprendre, parce que finalement, on a beau être meilleur de France, c'est comme d'habitude, hein, on est apprenti un peu toute sa vie. On en apprend plein. De continuer à progresser et avoir des affaires, d'ouvrir des boulangeries un petit peu à gauche, à droite, mais j'oublie pas, un métier de passion, c'est la formation, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je continue d'aller dans pas mal de grandes écoles en France et à l'étranger, et puis les stages de formation chez l'artisan. Voilà, donc là par exemple début de semaine, j'étais chez un artisan en région parisienne, on a passé 3 jours chez lui en immersion totale, donc ça c'est génial quoi. Parce que quand on a des boulangers comme ça qui font appel à de la formation, ça veut dire qu'à un moment donné, ils se disent waouh, attends, je vais encore vouloir aller dans une croissance, en donner encore un peu plus à mes gars, à moi-même, à ma clientèle, c'est ultra important, ça fait un bien fou la formation, et moi j'adore partager ça, donc plus on peut monter tous ensemble, plus ça fait du bien à la profession. Donc en toute humilité, je ne suis pas tout seul à le faire, et c'est tout un circuit qui se met en route, mais ça fait du bien. Ce côté transmission, il t'a toujours animé? Je m'en étais pas perçu avant, effectivement, mais quand j'ai commencé, je me suis senti plutôt à l'aise en fait dans les formations. Alors avec le titre de MOF après, c'était différent parce que là, je savais que j'avais l'aval de mes pairs, et je me suis dit, là, ça m'a vraiment révélé en fait dans la formation, parce qu'on se sent un petit peu plus légitime quand même devant nos pairs, où on se dit, bon, si on a le titre, c'est qu'à un moment donné, on a quand même aussi les fondamentaux qui sont là, et on raconte pas de bêtises en fait. Et quand j'ai eu 21 ans, je suis rentré professeur dans un CFA. Bon, déjà, c'était de bonne heure. Donc, il est clair qu'il ne faut pas arriver en se disant « bon, tout est acquis ». Non, justement, surtout pas. Jamais arriver en terrain conquis. Donc, en toute humilité, encore une fois, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire ?» Et puis, en fait, finalement, il n'y a pas de règle. Comment je vais pouvoir attirer ce jeune public qui, finalement, a peut-être aussi le même âge que moi, voire un peu plus, en haut. Bon, ça a été tout un boulot, et là, ça m'a vraiment plu, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc après, derrière, je suis passé démonstrateur dans un moulin, un beau moulin familial, dans lequel je suis resté 7 années, et où j'aurais passé mon titre de meilleur de France, en fait, donc chez eux. Et pareil, là, le but d'un démonstrateur dans un moulin, c'est d'aller aussi au contact du boulanger, pour lui montrer aussi un petit peu, alors, bien sûr, les farines proposées par le moulin, mais en fait aussi comment dirais-je, une vraie croissance de production, des produits, des nouveaux produits, et puis régler aussi les petits bobos de tous les jours là-dessus. Donc là, pareil, je voyais bien que le courant passait bien, c'était sympa, les équipes étaient toujours contentes de nous voir, c'était toujours très très agréable. Et puis là, avec le titre de MOF, ça j'ai continué. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et on a cette chance en France de pouvoir faire cette formation. Et ça, c'est pas donné partout. À l'étranger, on n'a pas de système de fonds de formation mis en place pour derrière donner la possibilité
aux gens d'avoir quand même toujours des formations supplémentaires. Ok, je savais pas du tout. Ben voilà, on a ça aussi, ouais. Mais d'ailleurs, on le connaît nous plus par le CPF par exemple. Ouais. Voilà, les comptes professionnels de formation. Hein. Bon. Il y a un autre sujet qui touche, qui touche à tout ça, que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était les viennoiseries, parce que tu as sorti un livre très récemment qui est dédié aux viennoiseries. Déjà, juste si on revient sur ce livre, comment est-ce que tu l'as pensé ? Parce que à la fois, il s'adresse à des amateurs et des professionnels, et donc comment est-ce que tu as mis un peu le curseur pour tout ça, pour arriver à englober tout le monde ? Ça a été un peu compliqué au départ parce que, il y avait longtemps que j'avais beaucoup de gens qui me disaient alors, c'est quand le livre ? C'est un gros travail, un livre. Encore une fois, quoi qu'on en pense, parce que souvent on voit plein de livres qui sortent, on se dit toujours les gens suffisent. Non, en fait, vraiment, c'est un gros investissement. Donc je m'étais dit, il faut déjà trouver une maison d'édition. Et finalement, j'ai eu de la chance, parce que la première dans laquelle on a été nous a dit, attendez, stop, nous on veut faire un livre sur la viennoiserie. Allez hop, on fait un truc ensemble. Donc ça déjà, c'était super. Et puis derrière, on a avancé en se disant, ok, qu'est-ce qui plaît beaucoup aux gens en ce moment ? C'est quoi la mode ? C'est quoi ? La viennoiserie, déjà c'est très bien. Mais dans ce livre de viennoiserie, j'ai quand même travaillé le feuilletage, qui pour moi est très important, et donc les galettes des rois. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup. Cette maîtrise du feuilletage, c'est vraiment un gros morceau. Après, on s'est dit, un livre sur la viennoiserie, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une recette, une photo ? Et là, l'éditeur me dit, non, à mon avis, aujourd'hui, il faut vraiment rester dans le pas à pas. Très lourd dossier, mais quelque chose de très efficace. Ok, alors, pas de problème. Et là, il faut un laboratoire. Alors ça va, nous, on avait une boulangerie à Londres, donc du coup, j'ai dit, ok, on fait ça à Londres. Après, on a rencontré notre photographe Laura, qui nous a fait un super boulot aussi. Et puis, après, c'est enchaîné un petit peu les jours de shooting, les productions, voilà. Puis des fois, des productions qui sortent, et puis on est un petit peu moins satisfait. Alors du coup, on la recommence un petit peu pour obtenir vraiment le petit truc parfait, parce que voilà, un livre, c'est quand même quelque chose qu'on va garder toute sa vie. Il faut en être fier, donc il faut quand même faire des beaux produits dedans, bien sûr. Et après on s'est dit maintenant il faut aussi en donner aux gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un livre avec 10 recettes dedans. Là on a fait un livre quand même avec une bonne 50aine de produits finis et plus de 70 recettes à peu près, quoi. Donc ça a été un très très gros travail, parce qu'il a fallu le cumuler en plus du boulot actuel, bien sûr, et que chaque étape prise en photo, aujourd'hui là dans le livre il y a plus de 1000 photos. Sur toutes les photos, bien sûr, je rassure tout le monde, ce sont mes mains, parce que bien sûr j'ai toujours des gens qui ont l'œil assez averti et qui vont voir si c'est les miennes, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de livres où c'est pas toujours les gars qui sont dessus. Là c'est vraiment moi, donc il y avait un gros travail dessus. Et après on s'est dit, particulier ou professionnel, pareil, on s'est dit, moi j'avais quand même l'accès professionnel, mais c'est normal, on part de ça, quoi. Moi c'est toujours l'œil de mes collègues qui vont se dire, attends, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'il va nous faire là, Cyril ? Ok. Et puis à côté de ça, il faut quand même que tout ce public d'amateurs particuliers, comment ils vont faire eux si on leur sort des choses qu'ils peuvent pas refaire chez eux ? C'est très compliqué. Alors, ok, dans ce livre, on a 2-3 produits qui montent en compétences, qui va être compliqué à faire à la maison, mais les 3/4 peuvent se faire à la maison, mais surtout c'est très 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 explicatif, quoi. La chose qu'on n'avait pas toujours jusque-là. Donc ça c'était important, et doublement parce qu'on s'est aperçu pendant le confinement, on en parlait tout à l'heure, en début, et que les gens avaient fait beaucoup en fait. Et moi je me suis surtout aperçu qu'on avait beaucoup d'amateurs qui étaient amateurs ok, mais enfin amateurs plus quoi, qui touchaient vraiment bien. Et après, grâce à la magie des réseaux sociaux et un peu de communication, on a des amateurs qui sont sortis avec des noms. On s'est dit waouh, c'est qui celui-là ? Ils sont de nulle part, en fait il est juste passionné, quoi. Donc il faut pas les oublier ces gens-là, en fait. Et on s'est dit, si on en a qui s'intéressent à notre métier, on va quand même pas les pousser, en fait. Alors ok, ils ont peut-être pas de sapé, ok, ils sont peut-être autodidactes, ok, mais stop, en fait, il y a pas de règle, Quelqu'un qui a envie, il fait bien ce qu'il veut. Il faut qu'on sache aussi l'accueillir. Et donc, voilà, ce livre, il est fait pour ça. Donc on a des recettes qui sont en grammage un petit peu moins importantes que ce qu'on fait en pro, mais au moins ça s'adapte beaucoup plus facilement aux particuliers. Et puis moi, les collègues qui sont professionnels, il n'y a pas de souci pour multiplier nos recettes par 2 ou par 3, quoi. Si vraiment ils veulent le produit, ils vont le faire. Donc on a vraiment un livre qu'on a essayé de développer autant pour le pro que pour le particulier. Mais c'est pas une mince affaire.
Bah non, parce que en fait c'est ça, t'as pas du tout les mêmes contraintes, tu le fais pas au même endroit, puis tu vois, comme tu l'as dit là, tu fais du pas à pas, et enfin, tu parlais de pâte feuilletée, c'est vrai que c'est un énorme sujet parce que c'est très très compliqué, enfin genre pour les amateurs, pour le coup de refaire une pâte feuilletée et qu'elle soit parfaite. Donc je trouve que du coup t'as pas du tout le même langage en plus normalement entre les amateurs et Bien sûr. Les pros. C'est ça, donc finalement on s'est dit on va faire monter un peu en compétence les amateurs, on va leur parler de terminologie professionnelle, donc par exemple le pointage, mais on l'a expliqué. On a expliqué, et entre parenthèses, on a mis pointage. Comme ça, voilà, on a un peu les deux. Eux, ça les fait monter en compétence, et moi, les collègues professionnels, ça les fait pas non plus redescendre sur un livre plutôt de tous les jours. Donc on a vraiment essayé de faire tout ce boulot-là, quoi, qui était très intéressant. Après, bien sûr, dans le matériel utilisé, moi je suis dans mon laboratoire, j'ai quand même du matériel pro, ça c'est une certitude. En revanche, pour le pétrissage, beaucoup de fois on a pris un petit batteur de table. C'était moins drôle pour moi parce que forcément, ça demande, c'est quelque chose de différent au niveau du pétrissage. Malgré tout, on l'a fait quand même, quoi. On l'a fait en se disant, mais faut pas non plus faire des recettes pour faire des recettes et puis que personne ne peut les faire. Donc voilà, là vraiment, on a essayé au maximum de coller à tout le monde. Et si je me trompe pas, il y a aussi des parties où tu es plus sur l'explication de la farine, des fours, etc. Non ? Oui, on a tout à fait, on a une partie en fait qu'on a appelée les essentiels. Donc c'est une technologie boulangère de niveau plutôt CAP, encore une fois, ce n'est pas réducteur, mais je pense qu'il faut bien comprendre les bases avant d'aller plus loin. Et là, on est vraiment sur des fondamentaux basiques, classiques. On ne monte pas en compétence dans cette technologie-là, très loin, perché dans des gros diplômes, mais on a au moins les bases en fait du métier qui sont bien sûr ultra importantes. Et ça, c'est un travail qui a été fait avec mon collègue Jean-Baptiste, qui est professeur de boulangerie dans un CFA. Et voilà, il a voulu participer à ça et je le remercie encore parce qu'il y a eu un sacré boulot de fait quand même. Je me disais d'ailleurs que ça rejoint beaucoup le côté transmission finalement, mais c'est pas du tout la même manière de transmettre. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette manière de transmettre avec un livre et tu vois et du coup quelque chose qui s'adresse aussi aux amateurs versus qu'est-ce que tu aimes au quotidien quand tu vas transmettre à des professionnels qui veulent monter en compétence encore plus? La différence, c'est que il y a 1 an et demi de ça, j'ai commencé en fait j'ai réalisé en fait, on va dire quelques petits cours vidéo pour des amateurs et je me suis aperçu que finalement l'amateur, il avait vraiment une soif d'apprendre. Et il y en avait qui étaient prêts à dépenser très cher dans certaines choses en fait dans nos métiers, dans les fabrications, alors qu'ils avaient un métier à côté en fait, qui n'avait rien à voir avec ça. Mais quand je voyais les étoiles dans les yeux de certains amateurs, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Ok, chez les pros on a ça, mais bon, il y a aussi, je percevais quelque chose de profond parfois. Donc je me suis dit bon, ok, alors force est d'accepter que oui, on a des gens quand même, donc des particuliers qui ont envie de bien faire, quoi, et qui peuvent avoir un métier tout à fait différent, mais qui peuvent se passionner pour ça, quoi. Et là, ouais, ça m'a bon, donc versus par rapport aux professionnels, où bien sûr, les mecs sont de toute façon, l'équipe est de toute façon passionnée, ok, mais c'est aussi leur métier. Que là, on avait des gens qui avaient un métier et une passion aussi. Leur métier était peut-être déjà une autre passion, mais ce métier-là en plus, quoi. Et le faire comme ça, dépenser de l'argent pour investir dans du matériel, investir dans des cours, je me suis dit, waouh, il y a quand même des gens qui ont encore envie de ça, quoi. Donc en fait, je captais pas la même intensité, mais au final, on retrouvait quand même la même chose, hein, c'est-à-dire juste des gens qui ont envie de progresser. Ah, mais c'est intéressant, effectivement, parce que puis du coup, tu t'adresses pas pareil, en fait, aux gens non plus. Mais... C'est ça. Donc c'était vraiment ultra intéressant. Et ça fait partie vraiment d'un nouvel apprentissage pour moi. Parce que nous, on ne connaît pas ça. Moi, je suis pro, je vais voir les pros, ça se passe bien, on sait de quoi on parle, et on parle de grosses quantités, de matériel, de trucs. Ouais, ok, super. Mais en fait, le milieu aussi d'autres personnes qui sont aussi passionnées et qui ont d'autres métiers, c'était tout à fait autre chose. Et ça, je l'ai appris, et finalement, je ne regrette pas de l'avoir appris, quoi. Est-ce que d'une certaine manière, ça t'aide pas aussi parce que tu vois, je trouve que quand t'es dans ton métier, il y a plein de choses dont tu te rends plus compte parce que ça te paraît évident. Et donc là, tu dois les décortiquer et réussir à les réexpliquer parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude. Donc est-ce que ça t'aide pas ça t'a pas aidé, tu vois, à comprendre aussi et recomprendre des nouvelles choses sur la boulangerie et toi, travailler un peu différemment? Bien sûr, en fait, tout à fait, tu as raison. C'est que
Ces gens-là sont aussi nos premiers consommateurs dans nos boutiques. Et on se dit, en fait, c'est quoi leurs attentes? Et quand on a toujours la tête au boulot et la tête dans le labo, bah, en fait, on ne prend plus l'air et on ne voit plus ce qui se passe autour parfois. C'est pour ça que quand nous, on fait des stages de formation chez des professionnels, et ils nous disent, bah, merci, super, on a pris 3 jours, waouh, c'était dingue, parce qu'en fait, nous, on est tellement dedans qu'on ne voit plus ce qui se passe. Et moi, le fait en fait, de discuter avec tous ces particuliers amateurs et passionnés, bah, en fait, on se rend compte que c'est quoi qui les anime? Bah, c'est ça. Est-ce que ça, vraiment, ça leur plaît ou pas? Enfin, on arrive en fait à capter toute autre chose qu'on n'a plus l'habitude. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire dans les entreprises, c'est leur dire, bon, bah tiens, aujourd'hui, bah, tu vas partir de ton labo, mais puis tu vas faire le client lambda chez toi, dans ta propre boutique, tu vas passer le seuil de la porte. Oh, bah, pourquoi? Bah, parce que tu vas voir, en fait, rentre dans cette boutique comme si c'était pas la tienne. Et déjà, tu verras ce que le client, lui, il voit. Parce que nous, on est derrière le comptoir, mais eux, ils sont devant le comptoir. Déjà, qu'est-ce qu'ils voient dans ta boutique? C'est quoi qui les anime? Toi, t'es animé par quoi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois pas? Et puis finalement, qu'est-ce que tu vas acheter? Eh ben, je sais pas, achète 2-3 produits dans ta boutique. Mais c'est des produits de base. Donc ces produits de base, il faut bien les réaliser. Et donc voilà, ça permet en fait de réaliser un peu ce que veut le consommateur. C'est bien. C'est vrai qu'on oublie très souvent parce qu'en fait, c'est idiot, mais tu vas jamais de l'autre côté de ta boutique. Non, jamais. Moi, j'adore faire ça aux gars parce que au moins ils s'aperçoivent vraiment. Ah bah mince, là je m'aperçois qu'en fait ces gâteaux-là ils devraient pas être à ce niveau-là, ou cette viennoiserie-là devrait être plus à côté de la caisse, ou ce produit-là que j'ai fait il est super beau, mais comment je le mange? Ah bah oui, ça c'est un problème aussi. Des fois on fait des trucs, waouh c'est beau, mais en fait on le mange comment? Aujourd'hui là on est à Paris, on se retrouve dans des villes, on est tous un peu pressés par le boulot, on mange tous un petit peu sur le pouce, on mange en marchant des fois. Bah ce produit-là je le mange comment en marchant? En m'en mettant plein sur le pull, bah il peut être très bon, mais je reviendrai pas, ou alors je le reprendrai pas. Parce que c'était trop la galère de le manger. C'est des choses toutes bêtes. Et là, on est loin du goût et de la beauté du produit. On est juste sur la facilité de manger. Il peut être excellent si on s'en colle partout. Des fois, je sais qu'il y a des gens qui me disent voilà, la mayonnaise, elle a coulé, machin, ceci, cela. Après, il y a des choses, on peut pas toujours, mais on peut travailler sur un packaging, on peut travailler sur plein de choses. Mais enfin, ce qu'il faut penser, c'est l'après. Il ne faut pas penser qu'à faire, il faut penser aussi à l'après. Donc c'est vraiment un métier, mais comme d'autres d'ailleurs, dans ce domaine-là, où faut réfléchir longtemps, pas trop non plus, mais sur une globalité. Ouais. Je trouve que encore plus que d'autres. Tu vois, je compare à une boutique de pâtisserie parce que c'est la première chose qui me vient, tu vois, un petit peu en tête, mais finalement, quand t'achètes, je trouve, un dessert dans une boutique de pâtisserie, souvent c'est pour le ramener chez toi. Enfin, genre, c'est rare quand même de le manger directement, tu vois, alors qu'une boulangerie, soit il est 4h et tu te dis tiens je vais me faire un petit goûter et tu veux le manger maintenant, soit c'est le matin et c'est vrai qu'il y a plus ce truc d'instantanéité comme tu le dis. Ah bah c'est sûr, bon moi le premier, mais je suis pas objectif bien sûr, mais quand je vais dans une boulangerie, j'ai déjà tapé dans le pain en fait, avant même d'être rentré à la maison. La pâtisserie c'est pareil, je vais tout de suite prendre la pâtisserie et la manger, j'ai du mal à attendre d'être à la maison en fait, c'est ce petit moment de plaisir en fait qu'on a quoi. Donc, faut penser quand même aujourd'hui, effectivement, à l'après du produit, quoi. Ouais. Très intéressant. À quoi on reconnaît une bonne viennoiserie? Pour revenir un petit peu. Pour revenir dans ce thème et ce qu'on avait beaucoup abordé aussi dans le livre, une viennoiserie, pour moi, c'est déjà quelque chose qui doit être belle, mais sans être compliqué. Se dire, waouh, comment ça a été fait? Parce que je comprends pas, mais finalement je sais que derrière, si ça a été fait, c'est que c'est facile à réaliser. Donc déjà, là, il y a, parce que là je suis les pros qui parlent, bien sûr, mais ça déjà, moi, je me dis, oh, attends, là, il y a quelque chose, et puis si les gars ils l'ont fait en production, c'est que c'est pas un truc qui est trop tordu, sinon ils le feraient pas. Il y a quand même le temps passé dessus. Derrière, c'est de me dire, bon, ok, là, ils ont pris, ils me l'ont mis dans un sachet, je l'emmène à la maison. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait, packaging, comment je le mange. C'est sûr qu'aujourd'hui, faire un gros bâton de cannelle sur une viennoiserie, bon, c'est peut-être joli, mais enfin, le bâton de cannelle, j'en fais quoi? Je le garde à la maison, mais enfin, je le mange pas, quoi. Ouais. Donc ça, et d'avoir un produit qui soit pas trop déstructuré non plus, une fois qu'on l'a acheté, et puis des goûts francs, quoi. Pour moi, une bonne viennoiserie, c'est une belle coloration, un beau feuilletage, ou une brioche qui est quand même développée un minimum, mais c'est quand même la justesse de la cuisson.
Ça, c'est parce que c'est la première chose que voient les gens. On peut avoir des fois des très belles viennoiseries, les gens se disent tiens, là, elle est un petit peu noire à des endroits. Alors, noire, ça veut pas dire qu'elle est brûlée. On peut avoir une dorure qui est un petit peu teintée au four. C'est pas pour ça que le produit est trop cuit. Donc, ça fait peur aux gens. Ils vont peut-être pas l'acheter, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Mais la justesse de la cuisson, c'est important. On peut pas avoir dans un étalage de viennoiserie des trucs trop cuits ou des trucs pas assez cuits. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc, justesse de cuisson. Beau produit, quelque chose d'assez brillant, quelque chose quand même où on voit qu'il y a un petit peu quand même de matière grasse qui transpire un tout petit peu, tu vois, c'est un peu luisant, faut que ça donne envie, quoi. Faut que ça donne envie, donc ouais, moi ça peut être une bonne brioche, un bon pain au chocolat, une bonne viennoise au chocolat, un bon chausson de pomme avec un bon feuilletage. Encore une fois, je suis capable de me dire, je peux mettre un petit peu de sous dans une viennoiserie, si tant est que je suis pas déçu, quoi. C'est les bonnes matières premières et que tout le monde a joué le jeu de A à Z, bah, le consommateur, ça le dérange pas de mettre un peu de sous dans un produit. Juste pour se faire plaisir. Si maintenant on a mis des sous puis que finalement on est déçu, bon bah là ça veut dire que quelqu'un n'a pas joué le jeu, quoi. Donc voilà, ouais, vraiment pour une belle viennoiserie, c'est ça, c'est aussi la régularité en boutique. Quand on arrive et qu'on a peut-être 15-20 croissants devant nous, bah c'est sûr que s'il y en a un qui est plus petit et l'autre qui est plus gros, on peut être tranquille que le consommateur il arrive et dire bah moi je vais prendre le plus gros, ce qui est normal, on se met à sa place. Mais justement pour pas avoir ce genre de problème, bah encore une fois ça demande de la rigueur et de la méthode. Donc derrière ça demande quand même d'avoir des gens compétents. Voilà. Effectivement. Et toi, quand tu imagines une nouvelle viennoiserie, qu'est-ce qui t'inspire ? Parce que tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'en plus, ça s'est beaucoup développé, la viennoiserie, et des viennoiseries très jolies, qui donnent très envie, à des goûts très différents. Enfin, je trouve qu'il y a quelques années, la viennoiserie, tu vois, c'était croissant et pain au chocolat, et c'est à peu près tout. Et là, ça s'est vraiment développé, il y a plein de nouvelles choses. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles infini, mais du coup, toi, qu'est-ce qui va t'inspirer ces nouvelles viennoiseries ? Alors déjà, ce qui va faire un peu ma feuille de route, parce que bien sûr, on part déjà d'un bout de papier au départ, on se dit voilà, bon déjà, qu'est-ce qui anime la personne qui va le faire ? Ça, c'est vraiment tout à chacun, et c'est un peu ce que tu me demandes. Là, pour moi, personnellement, bon, moi, je suis très brioche. Alors, on a des pâtes de base, en fait. On a soit de la pâte à croissant, soit de la brioche, soit une brioche feuilletée, soit un feuilletage. Bref, on a quand même des grands axes. Une fois qu'on a choisi son axe un peu de prédilection, après, on se dit, bon, ok, quel format ? Est-ce qu'on fait un format complètement délire ? Et là, du coup, on sait que, bah, forcément, c'est plus compliqué à manger. Est-ce qu'on fait un format, finalement, qui peut bien se manger ? Derrière, quelles sont les saveurs qui nous animent ? Oh, bah, moi, par exemple, je sais que c'est beaucoup la pomme, par exemple. Moi, j'aime bien la pomme, j'aime bien la vanille, j'aime bien le caramel, j'aime bien j'aime bien le sésame aussi. Bon, enfin, je suis plutôt classique, mais ça peut être quand même très très bien exécuté. Je suis très riz au lait aussi, je suis très semoule au lait. Bon, bref, peu importe. Et derrière, après, ok, et du coup, comment j'incorpore cet appareil, je sais pas, par exemple, les pommes, la compote, ce qu'on veut, avec cette pâte à croissant qui doit quand même cuire. Du coup, qu'est-ce que j'y fais ? Est-ce que je fais un montage à la fin ou est-ce que finalement mon appareil va passer au four avec la pâte ? Parce que si c'est le cas, c'est déjà plus la même complexité. Aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des choses qui sont fourrées après cuisson et pas avant cuisson. Parce qu'avant cuisson, c'est quand même de la méthode, de la technique. C'est pas facile. Et puis, on peut pas tout faire non plus. Il y a des appareils qu'on pourra jamais passer au four. C'est vrai que c'est très bon, les appareils qui sont mis après cuisson. Mais du coup, le produit, il vieillit pas pareil non plus. On a des intérieurs aussi qui ont besoin d'aller au froid. Un croissant qui va au froid, la mie devient un petit peu caoutchouteuse, elle se resserre un peu, c'est moins bon. Donc il faut que ce soit vendu vraiment dans la demi-heure qui suit, ou alors fait aux dernières minutes. Mais ça, voilà, c'est pas possible partout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut pas. Moi, généralement, quand on a fait le livre, parce que dans ce livre, on va retrouver aussi des nouveaux produits que j'avais pas encore fait. Parce que dans ce livre, j'ai fait avec mon équipe un peu de recherche et développement, où on s'est dit, bah tiens, c'est l'occasion aussi de faire des nouveaux produits. Moi, je suis vraiment parti sur le côté gourmand, en fait. Peut-être des choses plus simples en termes d'intérieur, mais des choses gourmandes. Aujourd'hui, quand je prends un pain au chocolat, si j'ai un gros pain au chocolat avec juste 2 tout petits bâtons de chocolat dedans, bah, il peut être très bon, mais pour moi, il n'est pas assez gourmand. Je préférais limite avoir un rapport intérieur chocolat pâte qui soit plus intéressant. Finalement, soit avoir du chocolat plus gros, soit baisser un peu en poids de pâte. Et là, on prend moins de plaisir, quoi. Donc, on va avoir quelque chose plutôt de gourmand, régressif. J'ai une des viennoiseries que j'avais faite aussi au concours du Muret de France, où on reprend un petit peu la base d'un biscuit qu'on connaît bien, qui était le petit écolier. En fait, on le fait nous-mêmes, pâte sablée, chocolat, et puis sur un carré de pâte à croissant tout simple, fourré avec un caramel fleur de sel en dessous.
bah voilà, c'est des valeurs sûres. Des valeurs sûres, on a en plus plusieurs saveurs différentes, des textures différentes. La pâte à croissant, le croustillant, on a le craquant de la pâte sablée, on a un petit peu le fondant du chocolat et on a vraiment le caramel qui fond dans la bouche parce que ce caramel, il n'y a pas, mais il y a quand même beaucoup de beurre dedans. Donc ouais, tout ça, tu vois, c'est très intéressant. Ça, ouais, ça me plaît beaucoup. Mais si j'avais vraiment quelque chose là-dessus, c'est me dire des valeurs sûres, des fondamentaux bien exécutés, encore une fois. J'en reviens toujours un peu au même. Tout ce qui est vraiment très typé, perché, Instagram, ouais, c'est très bien, c'est vrai, ça permet aussi de communiquer. Il faut en tirer le positif de tout ça. Mais à côté de ça, est-ce que c'est ce qu'on vend tous les jours ? Oui, non. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent aujourd'hui, oh là là, chef, j'ai vu telle photo de telle personne. Waouh ! Ouais, ok, mais les enfants, c'est une photo, quoi. C'est une photo. Est-ce que c'est le vrai produit ? Bah, je sais pas. Parce que là, peut-être qu'il a été cuit en basse température pour avoir cette couleur-là. Ouais. Ah ouais, mais alors, du coup, il est sec. Bah ouais, mais en fait, c'est une photo, quoi. T'as vu s'il était sec ? Bah non. Bah voilà. Le boulanger, c'est quoi qu'il vend tous les jours ? C'est déjà des croissants, des pains au chocolat. Après, il vend autre chose, et c'est important qu'il ait autre chose. Mais déjà qu'il se concentre sur les choses qu'on vend le plus. Donc un bon croissant, un bon pain choc, c'est vraiment ultra important, quoi. Ouais. C'est clair, surtout que je trouve que finalement en viennoiserie, déjà tu parlais du côté gourmand et c'est vrai que c'est ce que tout le monde recherche, quoi. Quand tu veux une viennoiserie, tu veux un côté, tu te fais, enfin tu vois, tu le prends pas tous les jours, mais c'est genre ton petit déjeuner un peu Bien sûr. parfait, donc il faut qu'il soit très très bon. Et c'est vrai que du coup souvent tu restes sur des choses que tu connais. Bien sûr. Mais c'est vrai que, et puis bon, tout à l'heure je te disais, on garnit des fois après cuisson. Mais attention, faut pas non plus aller trop loin, parce qu'après justement, on tombe peut-être plus dans la pâtisserie. On prend une bonne tarte tropézienne. Bah, c'est qui fait la tropézienne d'habitude ? C'est quand même nos amis les pâtissiers. Bah, c'est une brioche coupée en deux avec une crème. Ok, bah, c'est garni après cuisson, d'accord ? Donc attention à ne pas surfer trop sur l'après-cuisson, quoi. Pour moi, c'est important aussi d'avoir des choses plus boulangères, qui n'ont encore une fois rien de péjoratif. Mais voilà, faire cette section un peu entre... Bon, alors ça, c'est un produit pour le boulanger, ça, c'est un produit... voilà, on va le vendre peut-être que là, il faudra le mettre au froid, il faudra faire... donc, qu'on s'éloigne un peu de la viennoiserie, quoi, pour moi. Voilà, on joue beaucoup sur l'aspect visuel, les réseaux, ceci, cela, mais attention. Ouais. Oui, et puis bien identifier le métier de boulanger versus le métier de pâtissier. Ouais, bien sûr, même si on reste très complémentaires dans nos métiers. Voilà, j'aime bien, parce que nous, en boulangerie, la vraie complexité, c'est de se dire, bon, bah, ma viennoiserie, elle est dans un endroit, en fait, qui n'est pas... on va pas la mettre au frigo, cette viennoiserie, sinon, encore une fois, elle se resserre, elle est moins bonne. Donc, quand je fais des choses comme ça, est-ce que je peux la mettre là, ou est-ce que je suis obligé de la mettre au frigo, quoi ? Rien que ça, déjà, rien que ça. Donc, nous, tout ce qu'on montre, c'est les choses qui peuvent passer hors frigo. À un moment donné, on a une viennoiserie dans le livre qui est faite avec une pâte à brioche au sésame et un caramel fleur de sel. Certes, c'est garni après cuisson, donc c'est vrai que c'est très bon parce que c'est très souple en bouche. En revanche, le caramel, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il reste dehors. Il est cuit, il n'y a aucun souci sur cette recette-là, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Et j'ai vraiment quelque chose de très bon, quoi. Voilà, donc c'est des avis. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. C'était vraiment passionnant. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Okay. Déjà, si toi, t'étais une viennoiserie, tu serais laquelle ? Comme j'aime bien les choses gourmandes, j'aurais tendance à dire quelque chose de plutôt classique. Plus croissant ou peut-être brioche. Mais vraiment des plus classiques. Parce que je trouve que tout ce qui est avec des intérieurs ajoutés ou des choses bien identifiées en arôme, à la rigueur, voilà, si on a une bonne recette de compote, ça fait quand même une partie du produit. Mais un croissant, une brioche ou une bonne baguette, c'est que la pâte en elle-même qui, avec le travail du boulanger bien sûr, ou du tourier ou du pâtissier, donne quelque chose. Donc moi qui aime beaucoup ce genre justement d'analyse, je suis plus en fait dans ce domaine-là, à me dire, attends, déjà, un bon croissant, c'est pas évident déjà. Un bon croissant. Ouais. Que des fois, quand tu as un pain au chocolat, des fois, ton palais est un peu pris par le chocolat, donc on ressent un petit peu moins la saveur comme de la pâte à croissant. On l'a toujours, mais un peu moins. Que dans ce genre de produit, là, ça montre aussi un peu l'expertise du boulanger. Ouais. Ça, plus comme ça. Ah, c'est quoi le type de pain dont tu ne peux pas te passer ? Règle générale, j'aime beaucoup la baguette de tradition. Voilà, ça c'est vraiment... parce que ça se mange comme ça tout seul, tout le temps. Bon, puis je suis très pain forcément, donc on va pas trouver objectif là-dessus. Après, il y a des pains que j'apprécie beaucoup, des pains gourmands, où en fait, là, on va vraiment rajouter du fruit. J'aime beaucoup les pains avec des fruits dedans.
des pains abricots, cranberry, tout ce genre de choses, j'aime beaucoup, quoi. Alors encore une fois, on a un petit peu moins l'aspect du pain, on est vraiment sur de la gourmandise pure et dure, ça j'adore ça, quoi. Je préfère même parfois ça des fois qu'une viennoiserie à des jours. J'aime bien faire mon alternative, un bon petit pain avec des fruits dedans, ça me fait mon départ de journée, plus qu'un croissant ou une brioche. Puis il y a des jours où je préfère la brioche ou le croissant. Mais sinon, dans tous les jours, j'aime beaucoup la baguette de tradition, quoi. C'est quoi toi ton péché mignon, au-delà de tout ça? Je l'avais un peu dit tout à l'heure en début, c'est vrai, j'aime beaucoup le flan, mais sinon j'aimerais bien prendre le temps des fois de manger un peu plus de produits style tarte aux pommes par exemple. Les tartes aux pommes, c'est pareil, une bonne tarte aux pommes, y a tout en fait, hein. Déjà à partir des pâtes utilisées, à partir de la compote qu'on a faite, les pommes, la sélection des pommes, qu'est-ce qu'on a fait aux pommes? Est-ce qu'on les a poêlées avec un peu de miel? Est-ce qu'on les a rôties? Est-ce qu'on les a mis brutes comme ça et puis ça passe au four? J'aime bien ce genre de produit aussi, ouais. C'est un péché mignon et finalement on prend pas assez le temps des fois aussi de courir un peu dans les boutiques pour aller chercher des produits, ouais. Les grands gourmands seulement. Mais... et est-ce qu'il y a un autre boulanger ou une autre boulangère avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains? Tu vois, imaginez soit un pain, soit une viennoiserie, je sais pas, mais quelque chose à plusieurs. Pour la folie du personnage... Jeffrey Cagne, ouais. Ouais, parce que ce mec est passionné et fou à la fois dans ce qu'il fait. Et alors, c'est un profil que j'ai appris à rencontrer grâce à Sophie. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours dans la bonne humeur, alors qu'il a un boulot de dingue, mais comme chacun d'entre nous, bien sûr, on a tous du travail, hein, mais lui, il y a tout, je sais pas, il n'y a jamais de problème, tout va se faire en fait, quoi. Donc il y a une grande folie là-dedans, et ouais, s'il y avait bien un truc à faire, en sachant que ce serait possible en plus, c'est pour ça que je le dis, hein, je ferais pas les choses impossibles, hein. Une personne connue possible, ouais, lui, ouais. Et pourtant, il est pâtissier. Oui. C'est pas grave, ça. Tu ferais une babka. Exactement. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt croissant ou pain au chocolat? Depuis tout à l'heure, j'ai dit le croissant. Est-ce que je change? Les deux? Next. Plutôt galette ou brioche des rois? Galette. Mais alors, galette, je vais l'expliquer quand même aussi, hein, c'est vrai que moi, je viens de l'Eure-et-Loire, et c'est vrai que brioche des rois, on n'en a pas beaucoup. Et pourtant, quand je vais chez des collègues artisans dans d'autres régions de France, ils ont des brioches des rois qui sont excellentes. Mais comme depuis ma tendre enfance, on n'a pas été dans les habitudes alimentaires, c'est vrai que forcément, je suis plus galette des rois. Quoique, bonne galette des rois quand même. Parce qu'on a vite fait aussi d'avoir des trucs qui sont des fois pas forcément très bons. Mais ouais, plus galette des rois quand même. Plutôt pain ou viennoiserie? C'est un dilemme, Léa, en fait. Vraiment, j'ai une préférence pour les deux, mais peut-être alors plus pain quand même. Et dans les pains, plutôt pain ou tradition? Tradition. Et enfin, justement, ton petit biscuit caramel dont tu parlais, ou ta couronne au chocolat? Eh ben... Les deux sont super, mais le petit biscuit quand même, ouais. Ouais. Il donne très envie. Et en ouais, plus, je trouve comme que tu l'as décrit... c'est régressif, c'est vrai qu'au début, les gens s'étaient posé plein de questions, mais en fait, ça se fait bien, et c'est facile de le faire en production aussi pour les artisans, donc non, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. Ben, merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier. Ok. À me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Alors je sais pas, une recette à tester, un ingrédient, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Eh bien justement, on peut lancer le défi sur le petit goûter. C'est quelque chose qui, pour les moules, se trouve très facilement, on va pas faire de marque non plus, mais dans le commerce, dans le commerce spécialisé bien sûr. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'ils peuvent reproduire vraiment très facilement parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel en fait, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire et puis visuellement c'est toujours sympa, donc ok, ouais, on peut faire ça. Super. Bah écoute, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci à toi Léa. J'étais ravie de découvrir cet univers avec toi. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode?
Eh bien, achetez beaucoup de livres. Non, Oui. non. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'écouter aussi. Si vraiment un petit mot de la fin, je vais essayer de faire court, mais ça je sais pas faire des fois. C'est de s'écouter parfois, et que s'il y a des choses qu'on a envie de faire, je m'oublie que la vie est peut-être courte parfois. Il faut faire ce qu'on aime en fait. Donc moi j'ai beaucoup de gens qui ont sauté de métier pendant le confinement. Et en fait ils sont heureux aujourd'hui. Alors ok, ils ont peut-être un métier qu'on a longtemps boudé. Parce qu'on nous avait dit qu'il fallait le bouder, mais en fait c'est un métier de bonheur et de passion, donc faut foncer dans ce qu'on aime faire. Voilà. Super. Merci beaucoup Léa. C'est un très beau mot de la fin, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez refaire le défi de Cyril, pour la recette et toutes les techniques de son petit goûter, vous pouvez aussi aller sur le site Voilà Chef, dans lequel il nous explique tout en vidéo. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Noémie Giorno. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!